avec nous pour ce club, comme tous les mercredis, Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef de Politis. On accueille Lou Fritel, bonjour. Merci également d'être avec nos journalistes politiques chez Paris Match en charge des droites. On va parler avec vous d'un mot qui pourrait faire tout capoter dans les négociations entre le Parti Socialiste et le gouvernement. C'est le mot de submersion réemployé hier par François Bayrou. Conséquence, le PS a suspendu ses négociations. On entendait Johanna Rolland à l'instant dire que pour le moment, le PS devait voter la censure. On va en parler avec vous. Un accord est-il encore possible? Une censure est-elle encore évitable pour François Bayrou? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis le Sénat examine en ce moment la loi narcotrafic. Steve, on va parler du tandem Darmanin-Retailleau. Oui, Dupont et Dupont. C'est comme ça que le tandem est surnommé par certains conseillers. On verra s'ils sont vraiment complémentaires ou pas du tout. Allez, on en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Niort, on retrouve Baptiste Bise. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de la Nouvelle République dans les Deux-Sèvres. Baptiste, on va parler avec vous de l'Office français de la biodiversité. Effectivement, dans l'édition des Deux-Sèvres de la Nouvelle République, on a fait le choix ce matin de proposer à nos lecteurs un dossier sur ce fameux Office français de la biodiversité. Alors, les téléspectateurs de Public Sénat, qui sont par définition bien informés, savent pourquoi. Ces agents se trouvent de nouveau, et malgré eux, j'ai envie de dire, au cœur du débat public ce mois-ci. Il y a d'abord les syndicats agricoles qui dénoncent depuis longtemps les méthodes de contrôle de cette structure qui est née de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'était il y a 5 ans. Localement, dans les Deux-Sèvres, le mois dernier, pendant le mouvement de colère des agriculteurs, un tas de pneus et de fumier a été déposé devant son siège départemental, qui était en cours de déménagement à Chandonnier, au nord de Niort, avec cette inscription « Office français des bons à rien ». Bon, l'action n'avait alors pas été revendiquée. Plus récemment, c'est le nouveau Premier ministre, François Bayrou, qui a lui-même relancé le débat dans son discours de politique générale. Il a qualifié d'humiliation et de faute certaines inspections d'agents de l'OFB portant une arme à la ceinture. Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, est allé plus loin en proposant tout simplement de supprimer l'OFB. Et Baptiste, quelles sont les missions de l'Office français de la biodiversité dans les Deux-Sèvres ? Alors dans les Deux-Sèvres, nous avons donc cherché à savoir à quoi sert cette structure décriée pour un département rural de moins de 400 000 habitants comme le nôtre. L'OFB ne compte que 13 agents de terrain. Les contrôles ne représentent qu'une partie de leurs très nombreuses missions et environ 7% de ces contrôles seulement portent sur les activités agricoles. Sa principale mission, c'est la mission de police et de l'environnement et sanitaire, et elle se décline dans de nombreux domaines, la chasse, la pêche, ou encore la protection de la faune sauvage et celle des milieux aquatiques. En 2024, la connaissance, la recherche, l'expertise sur les espèces et les milieux représentaient 17% de l'activité de l'OFB dans les Deux-Sèvres. L'appui aux politiques publiques, comme en cas d'attaque de loup par exemple, ça représentait 4% de l'activité. La communication sur les enjeux autour de la biodiversité, 2,5%. Et puis il y a une part très importante aussi qui n'est pas de l'activité pure mais qui est du temps. C'est 20% du temps des agents, c'est du temps de formation parce que pour faire appliquer la loi, il faut quand même bien la connaître. Et puis une petite particularité que je mentionne pour les Deux-Sèvres, c'est une activité sensible au pays des bassines. L'OFB surveille le respect des arrêtés en matière d'irrigation et veille sur des sites naturels classés comme le Marais Poitevin pour s'assurer qu'il n'y a pas de retournement de prairies ni d'abattage sauvage d'arbres têtards. Merci Baptiste, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de la Nouvelle République. Autre sujet, la grippe qui continue de gagner du terrain. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Baptiste d'avoir été avec nous. Pierre, à l'occasion de ce que vient de dire Baptiste sur l'Office français de la biodiversité, c'est l'occasion de parler d'un débat qui monte un peu dans la classe politique, notamment sur le budget. C'est la suppression des agences, demandée notamment par une grande partie de la droite. Et notamment de l'Office de la biodiversité, qui est remis notamment en question par Laurent Wauquiez. Bah oui, mais c'est tout le problème de la politique quand on a les yeux rivés sur les tableurs Excel où il faut faire des calculs mathématiques qui ne sont pas liés et qui prennent pas suffisamment acte et conscience des grands sujets qui traversent le pays et qui importent les Français. Et je pense notamment à la question de la biodiversité. On est quand même un pays où la menace de la disparition d'un certain nombre de nos espèces, que ce soit les oiseaux nicheurs ou les crustacés d'eau, enfin, les agences nous ont alertés sur justement la nécessité d'avoir une agence compétente qui alerte l'opinion publique et les pouvoirs publics pour prendre les bonnes décisions.
Et il y a une forme, presque, voilà, je mets pas un trait d'égalité, mais quand même, il y a une forme de trumpisation de la société, pas de la société, mais en tout cas de la droite française, qui, par obsession de vouloir faire des coupes budgétaires, obsession de vouloir rendre les comptes publics, d'assainir les comptes publics, prend des décisions qui vont à rebours des engagements qui sont les engagements de la France, notamment dans le cadre des accords de Paris, dans le cadre des engagements, je pense, en matière de biodiversité et de réchauffement climatique. Donc voilà, ce sont des décisions qui n'ont pas de sens. Je vois que par exemple sur l'agence du bio, qui fait partie des priorités notamment de beaucoup de collectivités en France, où beaucoup de collectivités ont investi, ils se sont aperçus que peut-être la suppression de cette agence, c'était peut-être pas une bonne idée, donc ils reviennent dessus. J'imagine que sur l'agence de la biodiversité, on va se rendre compte que c'est une absurdité que de vouloir la supprimer et de vouloir faire en sorte que, il y avait, comme si les décisions qui sont prises en France ne devaient pas prendre acte des décisions ou des rapports qui sont faits par ces instances-là. C'est absolument ubuesque. Et une dernière chose, c'est quand je dis trumpisation de la droite, c'est quand on voit la proposition de loi qui a été déposée par le Sénat qui vise à réduire les normes environnementales pour soi-disant satisfaire des demandes qui seraient celles des agriculteurs. C'est complètement là aussi dans la droite ligne de la pensée traditionnelle de la droite. C'est pas le bien-être des agriculteurs qui est privilégié. Là, c'est la question du productivisme tel qu'on le connaît de la FNSEA, et on a un Sénat aujourd'hui qui est totalement aux ordres de ce que veut la FNSEA. Alors, on va juste préciser, il y avait un texte qui a été examiné au Sénat lundi pour faciliter l'exercice des conditions d'agriculteurs. Dans ce texte, le Sénat a réintroduit un usage exceptionnel et à titre dérogatoire d'un néonicotinoïde qui est autorisé dans le reste de l'Union européenne mais qui était interdit en France. Oui, mais qui vont à rebours des engagements qui sont ceux de la France. Donc, quand je dis que... et par ailleurs, c'est pas nécessaire. Quand vous voyez qui surfent sur la colère des agriculteurs, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils demandaient ? Ils demandaient un salaire. Ils ne demandaient pas qu'on leur remette des néonicotinoïdes ou des pesticides qui vont sans doute avoir un impact négatif sur leur santé à eux et leur santé, l'environnement, à des habitants locaux, des terres et des exploitations. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas de sens. Ces agences ont vocation... Si elles ont existé à un moment donné, c'est bien qu'elles avaient une utilité et qu'elles auront une utilité. Et je pense qu'à un moment donné, tout le monde reviendra à la raison et que cette agence-là, en tout cas, continuera d'exister. Lou Fritel, vous qui suivez particulièrement les droites, il y a une volonté à droite, d'accentuer sur cette question de suppression des agences parce que c'est des questions budgétaires. Et puis, il y a aussi, chez Laurent Wauquiez, dans la suppression, sa volonté de supprimer l'Office français de la biodiversité, est-ce qu'il y a une volonté de se rapprocher justement des agriculteurs, puisque lui, il dit cet office harcèle les agriculteurs, et d'aller reconquérir un vote de droite qui est parti au Rassemblement national? Alors, sur cette deuxième partie de la question notamment, c'est vrai que cet électorat est en grande partie parti vers le Rassemblement national, mais lui tient aujourd'hui rigueur, pour une bonne majorité, de la censure qui a eu lieu en décembre. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui, quand il a eu ce temps vraiment de silence, où il n'était pas présent dans les médias, etc., il a donné une interview en 2019, il me semble, au Point, où il commence à expliquer son programme, le programme qu'il aimerait mettre en place si demain il était aux affaires. Et là, c'est une litanie de suppression d'opérateurs et de grandes agences. À droite, c'est vrai qu'il a toujours été assez précurseur finalement, parce que c'était vraiment, ça a créé une sorte d'imbroglio dans son propre parti. Beaucoup de gens ont considéré que c'était, oui, assez populiste comme posture, un peu à la Orban. Et en l'occurrence, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, a réussi à imposer presque ce thème au sein de sa famille politique, mais y compris auprès du Rassemblement national. Le Rassemblement national, souvenez-vous, à une époque, c'était un parti beaucoup plus écolo, finalement, sur pas mal de ces questions. Jusqu'au moment où on a commencé à se rendre compte que la question du nucléaire, c'était une question de souveraineté étatique. Donc vraiment quelque chose qui est en lien avec l'ADN du Rassemblement national. Et donc, selon ce principe-là, tout ce qui était ensuite suivant une logique écolo qui pouvait donner moins de pouvoir à l'État, qui pouvait affaiblir l'État, parce qu'il y avait des organes indépendants de l'État, ont été vus comme des menaces pour la souveraineté de l'État. Et dans une droite, aujourd'hui, qui est vraiment marquée par un retour du souverainisme, c'est vrai que l'écologie est quelque chose de menaçant.
On va passer à la suite. Non, je suis d'accord. J'étais juste moins d'accord quand vous avez évoqué l'idée que le Rassemblement national pourrait être plus écolo que ne l'était. Auparavant. Il était. Alors, je ne sais pas à quel moment il a été écolo le Rassemblement national, mais vraiment, regardez, que ce soit du Front national jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il ait une quelconque filiation ou colonne vertébrale écologique. Peut-être pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, regardez vraiment son programme, notamment dans les années début des années 2010. C'est vrai que c'était un programme qui, de façon peut-être un peu populiste aussi, dans le sens où c'est un parti qui suit beaucoup les courbes de sondage, avait axé la question écologique sur des questions un peu banales, un peu électoralistes, mais qui suivait un mouvement, à l'époque, était un mouvement sondagier. À partir du moment où il y a eu un changement de paradigme et une majorité de gens qui étaient plutôt pour le nucléaire, le Rassemblement national a changé son braquet d'épaule. Et ça, c'est vraiment dans la tradition du parti depuis les Philippot, c'est-à-dire qu'il y avait Florian Philippot, mais il y avait aussi son frère qui venait de l'IFOP, il me semble, qui était membre d'un institut de sondage et qui vraiment avait axé la politique du Rassemblement national sur une suite de prises d'opposition un peu électoralistes. Il y a ce que pensent le Rassemblement national et il y a ce qu'il vote. Moi, j'ai en tête tout ce qu'il a voté depuis de nombreuses années au Parlement européen et toutes les décisions qui ont été les siennes allaient toujours à rebours des engagements et des nécessités écologiques, que ce soit être contre l'éolien, être pour la réintroduction des pesticides. Enfin voilà, tous les votes du Rassemblement national ne sont en rien écologistes. Je sais qu'on a beaucoup accrédité l'idée que le Rassemblement national était devenu un parti féministe, écologiste, pro-Europe. Tout ça est complètement faux quand on regarde les votes qui sont les siens au Parlement européen et puis y compris dans ses décisions en France. Allez, on passe à l'autre thème de cette émission et c'est le mot de trop pour le PS. En maintenant son idée de submersion migratoire, particulièrement à Mayotte, François Bayrou a provoqué la colère des socialistes qui ont rompu les négociations sur le budget alors que la commission mixte paritaire doit avoir lieu demain. Jérôme Rabier. C'est un mot qui ne passe pas pour la gauche et qui pourrait faire chuter le gouvernement Bayrou. Le Premier ministre a utilisé lundi soir le terme de submersion en parlant d'immigration, un vocable jusque-là utilisé par le Rassemblement national. Les socialistes ont profité de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée pour réclamer au chef de gouvernement un mea culpa. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion. Mais plutôt qu'un revirement, François Bayrou a livré une réponse claire sur sa position. Quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Une réponse qui provoque le tollé à gauche et les applaudissements nourris de l'extrême droite, Marine Le Pen affichant un large sourire au milieu de ses troupes. Dans la foulée, les socialistes ont annulé une réunion prévue à Bercy pour négocier la non-censure du budget, un dérapage trop grave à leurs yeux. Si j'étais députée, à titre personnel, au moment où on se parle, je voterais la censure du budget. J'appelle les socialistes à fermement réfléchir à cette question. Nous, on voulait la stabilité. On est allé négocier. Je fais partie de celles et ceux qui ont dit « c'est notre boulot d'aller défendre la vie des Français ». Mais à quel prix ? Pas transiger sur nos valeurs. François Bayrou comptait pourtant sur l'abstention des socialistes pour faire adopter son budget par 49.3 la semaine prochaine. Désormais, il est à la merci d'une censure. Si le RN et les socialistes votent avec le reste de la gauche, il sera renversé. Ça fait débat chez eux. Est-ce qu'en employant et en réemployant ce mot, Lou Fritel, François Bayrou a mis toute fin à toute négociation possible avec le Parti socialiste ? Alors, moi, je ne suis pas beaucoup le Parti socialiste, mais pour en avoir discuté avec certains élus, ils sont embêtés au Parti socialiste. C'est-à-dire que déjà, le choix de ne pas voter la censure qui avait été déposée après le discours de politique générale, c'était un choix qui les plaçait de facto auprès des électeurs, notamment dans la position de ceux qui pouvaient fracturer l'alliance. Or, avec un électorat assez jeune et vraiment pro-union, dans la perspective de gagner le pouvoir au moins des législatives anticipées, c'est vraiment un signal très mauvais. Et de l'autre côté, ils savent qu'ils ont une partie de leur électorat social-démocrate qui est partie chez Emmanuel Macron et qui ne reviendra pas vers eux tant qu'ils seront avec la France insoumise. Sauf qu'ils se sont placés vraiment dans un non-choix qui les a
déplacés de LFI, qui les a séparés de leur alliance, mais qui les a pas non plus mis dans la majorité. Donc finalement, ils sont en train de perdre sur tous les tableaux. C'est une situation un peu inextricable. Pierre ? On connaît la position de François Bayrou, elle est la même que celle de M. Barnier. Il faut savoir tenir un peu. Il est censé arriver à tenir ses deux jambes. C'est impossible. Il ne peut pas satisfaire M. Retailleau d'un côté et satisfaire de l'autre côté les socialistes. Il a fait un choix hier en s'exprimant devant l'Assemblée nationale et après s'être exprimé déjà dans les médias et en suscitant une émotion légitime. Quand il fait ça à l'Assemblée nationale, il acte une chose qu'il ne dit pas, mais c'est qu'il acte la ligne Bruno Retailleau, qui est la ligne qui est plus qu'une ligne rouge pour la gauche. C'est-à-dire que même l'extrême droite explique aujourd'hui que Bruno Retailleau utilise les mêmes mots, a les mêmes ambitions, les mêmes projets politiques que le Rassemblement national, que ça pourrait être tout à fait un très bon ministre de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella s'ils étaient au gouvernement. Donc c'est logique que la gauche fixe la gauche, les socialistes en l'occurrence, fixent une limite dans les propos de François Bayrou. Et vous ne pouvez pas dire d'un côté je négocie le budget si dans la même politique il y a une politique profondément xénophobe avec une rhétorique parfois un peu raciste de M. Retailleau qui utilise des fantasmes qui sont... Est-ce que c'est quand même ça qui est quand même assez hallucinant, c'est que, y compris nous, journalistes, ou en tout cas dans les médias, on accréditerait l'idée de cette submersion. C'est-à-dire quand on pose la question, mais alors, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le déni, etc. Mais à un moment donné, il faut faire son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand vous écoutez tous les spécialistes, toutes les personnes qui travaillent, les agences européennes, les intellectuels qui travaillent sur la question migratoire, mais il faut arrêter, et y compris d'ailleurs les instituts qui dépendent de Matignon, qui dépendent des ministères, tout le monde vous explique qu'il n'y a pas une submersion, il y a une légère évolution de la question migratoire depuis 2019, qui est de l'ordre de 2%, c'est quand même pas, on peut pas parler de submersion. Et puis quand vous étudiez la question des migrations d'une manière générale, elles vont du sud vers le sud, des pays pauvres vers les pays pauvres. Donc on ne peut pas dire qu'on soit une terre d'accueil, on ne peut pas dire qu'on soit submergé au point que, comme Angela Merkel en 2015 accueille 1 million de migrants syriens, on ne peut pas dire que l'Allemagne ait été submergée ou qu'aujourd'hui elle subit des conséquences d'une migration. Il parlait particulièrement de Mayotte. Il parlait particulièrement de Mayotte. Mais ça, c'est une espèce de facilité, parce que quand vous écoutez son interview, notamment sur LCI, il va jusqu'au bout, on lui pose la question, est-ce que ça y est, on a l'impression que l'histoire de la proportion qu'il met dans le débat public... il parle d'un sentiment de submersion. Non, il parle du sentiment de submersion, mais à un moment donné, la question est très concrète. Est-ce que ce sentiment, aujourd'hui, il n'a pas vocation à devenir une réalité? Et il dit on y est presque. Ça veut dire qu'on est presque submergé. Bon, ça veut dire que quand même, la réalité, c'est ce que lui considère être une forme de réalité. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, il faut arrêter d'agiter ces fantasmes. Et nous, journalistes, nous avons une responsabilité à remettre aussi un peu de rationalité dans ce débat, parce que ce débat, tel qu'il est exprimé aujourd'hui par M. Retailleau, qui est capable quand même, dans une émission, alors qu'on lui montre l'état des chiffres, est capable de dire oui mais non, ces chiffres des scientifiques c'est faux, c'est complètement faux. Oui, aujourd'hui immigration égale délinquance. Enfin, je veux dire, quand on a un ministre de l'Intérieur qui est capable de faire ces raccourcis là, on a un problème. Donc que le Parti socialiste mette une ligne rouge sur le soutien d'une politique et d'un Premier ministre qui soutient son Premier ministre qui inspire ces politiques là et ces discours politiques haineux, ça paraît logique. Lou Fritel, est-ce que il est en train, est-ce que c'est une erreur politique qu'il a fait, François Bayrou, ou est-ce que c'était calculé et il sait où il va? François Bayrou, c'est quelqu'un qui prend le temps de parler. À chaque fois, c'est des grandes interviews et plus c'est long, plus c'est risqué. Non, mais c'est finalement une règle assez basique. Plus c'est long, plus c'est risqué. Je ne pense pas que le risque était calculé. Surtout que François Bayrou, c'est quand même le mandat qui lui a été donné, ne pas se mettre dans la main du Rassemblement national et donc dealer avec le Parti socialiste pour avoir ce deuxième flotteur, le premier ayant été, étant la droite et ayant été récupéré par Michel Barnier. En l'occurrence, il pense toutefois que le Parti socialiste, après avoir fait ce premier pas, ne peut décemment pas revenir au bercail de l'alliance de gauche, au risque, d'ailleurs, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, d'être raillé par les Insoumis, et puis de donner des raisons aussi, en vue des municipales, d'avoir des candidats face à eux. Au Parti socialiste, il avait été aussi dit à Olivier Faure, mais de toute façon, regarde, il y a déjà des candidats insoumis qui sont investis face à nous dans les grandes villes. Donc nous ne pourrons pas tenir cette alliance de façon nationale, parce que c'est ce qu'Olivier Faure vendait en vue du Congrès. C'est pour ça aussi qu'il a pris ce risque. Mais là, je pense franchement que le PS est dans une position inextricable. On va écouter d'autres représentants de la gauche. C'est Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. Elle était à l'invité ce matin de France 2. Ce qui est le plus grave dans ce que dit François Bayrou et qui signe sa faillite morale, et je pèse mes mots, c'est qu'il dit, attendez, les préjugés, vous savez,
ils sont tirés, ils sont inspirés du réel, ils reposent sur le réel. Et donc ça veut dire, il dit ça pour les préjugés racistes. Et donc si on étend son raisonnement magnifique, c'est-à-dire que pour les préjugés aussi sexistes, pour les préjugés antisémites, pour les préjugés homophobes, ça veut dire que tout ça est assis sur le réel. Ça veut dire qu'en fait, les femmes, les juifs, les personnes homosexuelles, en fait, n'ont qu'à bien se tenir, devraient faire attention à comment ils se comportent, parce qu'après, ça crée des préjugés sur eux, qu'ils en sont responsables. Mais où va-t-on ? Faillite morale, a dit Marine Tondelier. C'est vrai qu'on a connu un François Bayrou beaucoup plus nuancé et beaucoup plus mesuré sur des questions, sur ces questions-là. Mais on le voit sur plusieurs sujets. Hein. De toute façon, vous prenez la question de la fin de vie, vous prenez la question de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, le texte est présenté aujourd'hui au niveau des instances de l'éducation nationale. On voit bien que sur les grands arbitrages qui ont été les siens, c'est des arbitrages qui vont dans le sens d'une demande de Bruno Retailleau et de sa famille politique très conservatrice, etc. Donc il y a une évolution qui regarde vers la droite et l'extrême droite du côté de François Bayrou. Et donc oui, la faillite morale dont parle Marine Tondelier, elle est légitime parce que celui qui était censé incarner justement ce centre qui rassemble les Français, qui rassure un peu les Français, est en train de tomber. Et on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, l'équation est c'est insoluble. C'est-à-dire qu'il ne peut pas à la fois contenter Bruno Retailleau qui menace de démissionner s'il donne trop de gages à la gauche, et en même temps la gauche de la contenter il donne des gages à Bruno Retailleau qui sont extrêmement structurants pour notre vie en collectivité, enfin en collectif. Je veux dire, c'est ça qui est quand même très compliqué. Donc oui, il y a une faillite morale de François Bayrou, mais qui est liée à la position qui est la sienne, qui est une position qui est intenable. Mais quel que soit le Premier ministre, il n'y a pas de majorité, donc forcément, il faut faire avec deux jambes qui ne peuvent pas se rejoindre. Donc, c'est très compliqué. Et on va voir les réactions au sein du bloc central. On va écouter Laurent Marcangeli, le ministre de la Fonction publique, invité ce matin d'RTL. Querelle sémantique, enfin, moi je commence véritablement à être submergé par un sentiment de gêne. Je crois que nos compatriotes ne comprennent plus le débat politique en France. Hier, à l'Assemblée nationale, j'ai vu un théâtre de boulevard, une forme de jeu. On joue plus. On est dans une situation compliquée. Le pays est aux portes d'une crise de régime. Moi, si je suis aujourd'hui au gouvernement, c'est pour assurer une forme de stabilité. C'est essayer de trouver des concessions, des compromis parfois. Vous êtes à 100% derrière François Bayrou. Je le soutiens. Et si je ne le soutenais pas, je ne serais pas dans son gouvernement. Voilà. Est-ce qu'on a une fracture ? Là, on a Laurent Marcangeli qui soutient François Bayrou. Hier, on avait Yaël Braun-Pivet qui disait que les mots de François Bayrou la gênaient. Est-ce qu'il est également en train de fracturer son bloc central ? Marcangeli est plutôt en train de noyer le poisson. Il dit qu'il le soutient, mais il ne parle pas du sujet. Il n'y a pas de fracture du bloc central dans le sens où il y a déjà un tel morcellement du bloc central que vous regardez, vous avez plein de ministres qui ont des positions très différentes, par exemple sur le voile, etc. On ne parle pas de couac parce que c'est acté dans ce gouvernement, il y a des gens qui pensent de façon différente. Donc au sein de cette alliance, des gens qui pensent de façon différente aussi et qu'on est dans un cycle de négociation. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que François Bayrou est quand même la figure centrale du mouvement, du MoDem. Et au MoDem, c'est pas un parti où la question migratoire, on la traite comme au Rassemblement national ou chez LR. C'est plutôt un parti qui peut rejoindre beaucoup de partis socialistes sur ses positions. Ce qui pouvait agacer d'ailleurs des élus pendant la précédente législature, 2022-2024, et qui avaient rejoint le MoDem en pensant que c'était un parti de centre et qui, au contraire, disait c'est le nouveau PS. Donc c'est plutôt sa base, vraiment sa base la plus essentielle dont il pourrait se décrocher au fur et à mesure. Et en même temps, François Bayrou, aujourd'hui, il est Premier ministre d'un gouvernement tellement baroque, difficile à conduire, qu'on imagine plutôt que ça serre les rangs. Pierre ? Je vois pas comment tout ça peut bien finir pour François Bayrou. C'est-à-dire que je sais pas si ces jours sont comptés, ce qui va être déterminant, parce qu'on explique que si le Parti socialiste devait voter une motion de censure, ça serait fini pour François Bayrou. Non, enfin il y a quand même aujourd'hui, on dit que le Rassemblement national n'a plus un rôle stratégique. Si, il a le rôle de faire tomber Monsieur Bayrou. S'il vote demain la censure ou s'il la vote pas, ça fait pas le même destin politique pour François Bayrou. Et j'ai le sentiment que la ligne que s'est fixée le Rassemblement national, au moins qui est une ligne claire, c'est plutôt la préparation
préparation d'une future dissolution à échéance 6, 7, 8 mois qui serait fixée par le président de la République. Donc je ne crois pas qu'il soit dans cette stratégie-là. Donc le François Bayrou est extrêmement fragilisé politiquement parce que d'abord son budget va sans doute être voté va passer par 49.3, qu'il n'arrive pas à tenir l'équilibre de la gauche d'un côté et la droite de l'autre, et qu'il reste quand même très lié ou oui, son destin est quand même très lié à ce que fera demain l'extrême droite. Donc voilà, on reste quand même dans un blocage politique qui est quand même extrêmement préoccupant. Pendant ce temps, le Sénat examine le texte narcotrafic avec 2 ministres à la barre, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. 2 ministres complémentaires, Steve ? C'est l'image qu'ils essaient en tout cas de renvoyer. On nous explique qu'ils dînent ensemble au moins une fois tous les 15 jours. C'est un amour qui n'est pas destiné à rester confidentiel. Ils s'aiment au grand jour. On va voir cette une du Parisien. C'est l'union sacrée, titrait le journal ce lundi. Ils sont proches sur la photo, ils sont proches dans les idées. Au Sénat hier, ils étaient proches sur le banc des ministres. Ils étaient à la queue leu-leu au moment de parler de narcotrafic hier à la tribune. Devant la submersion, pour reprendre le mot d'Étienne Blanc à l'instant, un changement de paradigme complet est possible dans l'intégralité de la puissance publique et de son organisation. Cette proposition de loi, c'est un texte de combat. Parce que le narcotrafic, la criminalité organisée, mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont des enfants soldats et ce sont des enfants victimes. Avec pour seule perspective que leur donnent les narco-racailles, un chemin de larmes et un destin de sang. Chacun, depuis leur ministère, veut agir vite. Oui, pour ça, pas besoin de faire passer des lois. Les deux ont pris des circulaires dans des domaines différents. Ce lundi, Gérald Darmanin a défini sa ligne en matière de politique pénale. La circulaire est adressée à tous les magistrats de France à qui il dit « Votre priorité, comme celle des services enquêteurs, doit être celle de la lutte contre le blanchiment et les gains induits par la criminalité. » Pour ça, le garde des Sceaux encourage les procureurs à privilégier les saisies, confiscations et jugements rapides. Il demande aussi à ce que la coordination entre les forces de l'ordre et les services de renseignement soit renforcée. Et puis en matière de violence contre les personnes, Gérald Darmanin demande à ce qu'un traitement prioritaire soit réservé aux femmes et aux enfants victimes. Et Bruno Retailleau, il a lu aussi sa circulaire. Elle porte, elle, sur la régularisation des étrangers en situation irrégulière. Le texte révélé la semaine dernière abroge la circulaire dite Valls de 2012. Ce texte qui prévoyait des régularisations exceptionnelles pour motif familial, économique ou étudiant. La circulaire Retailleau opère un tour de vis pour régulariser les préfets devront désormais tenir compte d'une durée minimale de 7 ans sur le sol français, contre 5 jusque-là. Le critère de la bonne connaissance de la langue française devient un élément central de l'appréciation des autorités. La circulaire insiste aussi sur le respect de l'ordre public et des principes de la République par les étrangers demandeurs. Selon une estimation du Figaro, ces nouvelles directives pourraient conduire à baisser d'1 tiers le nombre de régularisations des sans-papiers. Bref, Oriane, la politique pénale, sécurité pour l'un, Gérald Darmanin, immigration pour l'autre, Bruno Retailleau. Pour le moment, la répartition des rôles fonctionne entre les deux hommes. Mais pour combien de temps? On dit qu'ils ont tous les deux beaucoup d'ambition. Exactement, Lou Fritel. Est-ce que c'est un binôme qui peut tenir déjà, Retailleau-Darmanin? Tant que le gouvernement Bayrou, tant que François Bayrou est là, oui, il peut tenir. Et sur la question... Sur une même ligne de complémentarité? Oui, parce qu'on est en train de se projeter vraiment sur la présidentielle 2027, etc. Mais par exemple, pour Bruno Retailleau, il a quand même d'autres problèmes au sein du parti à régler. Avant, se pose aujourd'hui la question de savoir si il va concurrencer Laurent Wauquiez pour reprendre LR au printemps. Il n'est pas décidé. Son entourage, ou en tout cas ses proches, et notamment les sénateurs, parce qu'il fait carton plein au Sénat, le soutiennent dans cette dynamique. Il y a surtout une sorte de Laurent Wauquiez bashing. C'est-à-dire que c'est tout sauf Wauquiez pour faire en sorte que Laurent Wauquiez ne soit pas élu à la tête des LR. Aujourd'hui, il n'apparaît que Bruno Retailleau. Donc d'abord, il va y avoir une guerre. Il avait perdu la dernière fois face à Éric Ciotti. Exactement. Et il s'en souvient bien, il n'a pas envie de revivre la même chose. Donc d'abord, Bruno Retailleau, sur le plan politique pur, il doit régler ses comptes internes. Parler d'une présidentielle, il n'y en a jamais été question pour l'instant. Est-ce qu'ils incarnent une forme de droitisation du gouvernement de François Bayrou? En tout cas, c'est l'aile droite, ça c'est sûr. C'est un ministre de l'Intérieur,
un ancien ministre de l'Intérieur. On peut aussi rajouter Manuel Valls, quand même. Il abroge la circulaire Valls d'un ministre qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer. Donc oui, c'est un gouvernement qui suit aussi les aspirations des Français. Je veux dire, quand on regarde l'élection législative passée, vous avez le Rassemblement national, vous avez quand même 47 LR, vous avez une partie de la Macronie qui est aussi sur cette ligne. Donc oui, François Bayrou pense sincèrement que ce qui a aussi fait défaut à Michel Barnier, même s'il lui était sur la même position, mais pour des questions idéologiques et pas forcément pour des questions électoralistes, encore une fois, c'est de jouer l'opinion. Et c'est aussi comme ça que Bruno Retailleau s'est maintenu au gouvernement, jouer l'opinion. Parce que dans une situation aussi bancale qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur les appareils politiques, vous ne pouvez pas compter sur les parlementaires, vous ne pouvez pas compter sur le président de la République. Donc le seul moyen d'avoir un petit peu de pouvoir, c'est oui, de se mettre dans cette dynamique populiste, anti-système, et de recréer finalement le clivage que Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient essayé de casser à partir de 2017, mais qui avait pris un peu de plomb dans l'aile. On se souvient par exemple de Jordan Bardella pendant les européennes. Il avait un positionnement beaucoup plus de droite classique, presque sans revendiquant. Dans son livre aussi, il en est question. Là, Marine Le Pen, même si ces dernières semaines elle est moins présente, elle a repris la main, notamment depuis septembre. Et elle dit ni droite ni gauche, je ne veux pas entendre parler de concept d'union des droites, etc. On est revenu dans ce clivage-là. Pierre. Je sais pas, vous dites que ce gouvernement suit sans doute l'opinion. Moi, je ne sais pas de ce que vous entendez par l'opinion. J'imagine que vous faites référence à un certain nombre d'études. Aux études d'opinion. Bon, il y a mieux que l'opinion, il y a mieux que les sondages, il y a une élection. Il y a une élection au moins qui a certes donné 3 blocs totalement différents, mais qui a donné une volonté, en tout cas clairement affichée par les Français, qui était 2/3 des Français ne veulent pas de l'extrême droite et donc ne veulent pas de la politique qui est prônée par celle de l'extrême droite. Et ça, c'est une chose qui est claire, ça va au-delà de l'opinion. Donc je ne sais pas si l'opinion est suivie par ce gouvernement, mais en tout cas, je trouve qu'elle ne respecte pas, il ne respecte pas ce gouvernement, ce qui a été un fait majeur, c'est-à-dire un espèce de front républicain qui s'est constitué pour faire battre les députés d'extrême droite et donc de ne pas porter leur politique aujourd'hui au gouvernement, ce qui est effectivement le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est seulement l'immigration, la politique du Rassemblement national ? En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que vous dites. C'est pas seulement l'immigration. Oui, mais ce que vous et disiez, l'immigration, même à gauche, la sécurité, c'est quelque chose qui interroge. Même à gauche, aujourd'hui, on réclame des petites La gauche n'a jamais cessé d'avoir des propositions sur la question migratoire ou sur des questions de sécurité dont on dit qu'elle ne serait pas compétente ou elle ne serait pas légitime ou en tout cas elle serait naïve ou voire laxiste. Non, elle a des propositions, la gauche, sur ces questions-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gouvernement ne respecte pas ce qui a été un fait majeur politique de ces derniers mois, c'est le Front républicain et faire barrage aux idées d'extrême droite. Merci à tous les deux. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Les chiffres du chômage qui inquiètent. C'est la une de la dépêche du Midi qui parle de cote d'alerte au 4e trimestre 2024. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a connu une forte hausse, plus 3,9% par rapport au trimestre précédent. Ce sont les chiffres publiés lundi par le ministère du Travail. L'objectif du plein emploi fixé par Emmanuel Macron semble s'envoler, écrit le journal. Dans quel état sont nos musées ? Question posée par Nice Matin ce matin, alors qu'Emmanuel Macron a fait hier des annonces concernant le Louvre. Nice Matin s'intéresse aux différents musées des Alpes-Maritimes. Certains ont dû eux aussi engager des rénovations, d'autres sont en grande souffrance, nous dit le journal. C'est notamment le cas du musée Fragonard de la ville de Grasse. Le 11 septembre dernier, une partie de la façade s'est même effondrée, heureusement sans faire de blessés. Depuis, le musée est fermé, il devrait rouvrir début mai. Les conséquences en région de l'arrivée au pouvoir de Trump. L'Occitanie craint le pire, titre Midi Libre qui parle de taxes Trump. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche en 2017, le président américain avait imposé des taxes allant jusqu'à 25%, notamment sur le vin. Que va-t-il faire cette fois-ci ? Les entrepreneurs de la région ont peur. Plusieurs secteurs sont en mode veille, nous dit le journal. Gros dossier à lire aujourd'hui dans Midi Libre. Allez, on termine par du foot. Le mercredi, c'est Ligue des Champions. Oui, vous savez bien. Regardez cette une de la Voix du Nord qui demande au LOSC de continuer à nous faire rêver. Les Lillois affrontent ce soir les Hollandais de Feyenoord dans un match coup près. Ils jouent leur qualification sur ce match. Même espoir, même enthousiasme chez nos amis bretons. En une de Télégramme, c'est aussi le grand soir puisque le Stade Brestois reçoit le mythique Real de Madrid. Le président du
le président du club, Denis Le Saint, revient sur cette belle histoire et dit espérer pouvoir continuer à faire grandir encore un peu plus son club à l'avenir, Oriane. Merci Steve. Sobriété. Je ne travaille pas de Marseille. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de... Non, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre, regarde la ligne de Politis. Syrie, tout est à reconstruire. Oui, un grand entretien avec l'intellectuel syrien Farouk Mardam Bey, qui, 50 ans après, puisqu'il avait été interdit de territoire sans Syrie, a remis les pieds justement à Damas, et on l'a suivi et interrogé dans le grand entretien. Puis il y a un grand dossier évidemment aussi sur le sujet du jour, qui est la question de l'éducation à la sexualité, qui arrive dans les bureaux de l'éducation nationale. C'est à lire dans Politis. À lire cette semaine dans Paris Match, c'est l'adieu à Catherine Laborde. Tout à fait. Donc une que nous avons boutiquée au dernier moment. Et en politique, vous lirez un petit récit sur la guerre Hollande-Mélenchon, un retour en arrière. Et c'est à lire dans le nouveau numéro de Paris Match. Merci beaucoup Lou Fritel et merci Pierre Jacquemin, merci Steve. Bon match quand même ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous suivrez la séance de questions au gouvernement ici au Sénat. 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.